vous regardez Bristol TV. Alors bonjour, c'est Philippe Gage. Je salue chaleureusement toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans Bristol TV. J'aime beaucoup ce nom d'ailleurs, je trouve très très classe. On dirait un nom de comic book, un truc comme ça, Bristol TV ou Bristol Comics. Enfin voilà, salut Bristol TV. Je suis Philippe Gage, je suis journaliste, je suis aussi le co-réalisateur, le co-auteur et co-réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Marvel Renaissance avec Philippe Roure, qui était mon co-auteur et co-réalisateur. Et ce documentaire a été diffusé sur Canal+ en mars 2014. Voilà. Et il va être bientôt rediffusé sur une chaîne publique en clair, voilà, courant mai, mais je peux pour l'instant pas en dire plus. Et le film commence à faire un peu le tour de certains festivals, donc on est assez content de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la sortie en masse de films Marvel en fait ? Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Depuis que Marvel produit lui-même ses films, donc, comme c'est le cas depuis 2008 avec Iron Man, Marvel a rencontré un succès instantané, puisque le premier Iron Man en 2008 a fait plus de 500 millions de dollars, presque 600 millions de dollars de recettes dans le monde entier, ce qui à l'époque, puisque 2008 c'était il y a déjà maintenant 8 ans, ce qui à l'époque était une surprise totale. Personne n'attendait Marvel au cinéma, et surtout avec Iron Man qui était considéré à l'époque comme un personnage de seconde catégorie. Et donc depuis ce premier succès fondateur du succès de Marvel Studios, en effet Marvel a pu se lancer dans une politique d'expansion assez agressive au cinéma, avec donc une première phase qui a mené à Avengers, puis une deuxième phase de développement qui a mené à Avengers Age of Ultron l'année dernière. Et donc là Marvel s'apprête à, fort de tous les succès engrangés, puisque quasiment tous ces films que Marvel a produits depuis 2008 ont à peu près tous rencontré un succès colossal dans le monde entier. Donc je crois qu'ils ont rentré déjà plus de 7 milliards ou pas loin de 8 milliards de dollars de recettes mondiales. Marvel est prêt à attaquer une nouvelle phase qui va commencer cette année en 2016 avec Captain America Civil War, qui est le 3e volet de Captain America. Et puis il y a d'autres films qui sont prévus, il y a un line-up comme on dit de films qui sont prévus jusqu'à 2019-2020. Voilà. Donc c'est une bonne chose parce que pour les vieux fans comme moi qui, quand on était gosse, qu'on lisait Strange dans les années 70-80, on était à des années-lumière d'imaginer qu'un jour on pourrait voir au cinéma des films avec nos héros préférés. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce qu'aujourd'hui on a l'impression que ce genre les films super-héroïques est devenu une banalité. Mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas concevoir en rêve. Les technologies n'existaient pas, les talents n'étaient pas là, c'était pas du tout, les super-héros n'étaient absolument pas dans le grand air du temps culturel. Aujourd'hui, ils sont un peu partout. C'est quelque part un rêve qui se concrétise. La contrepartie, là où c'est aussi un peu une mauvaise nouvelle, c'est que c'est vrai que tous les films ne sont pas bons. Surtout chez Marvel, on obéit à une certaine formule assez prédéfinie, où l'humour est très présent et il ne faut surtout pas trop qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on reste dans un cadre assez familial. Ce sont des films tout public, très formatés. Encore plus du fait que Marvel est depuis 2009 une filiale de Disney. Donc ces films doivent vraiment, tous les films Marvel doivent quand même correspondre à un cahier des charges assez contraignant. Et c'est à cause de ça notamment que Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers, a énormément souffert, selon ses propres dires,
sur la suite d'Avengers, l'ère d'Ultron, où apparemment les contraintes artistiques ont été encore plus fortes que tout. Parce qu'il y a des enjeux énormes des enjeux financiers énormes qui sont liés à tous ces films. Et donc voilà, la contrepartie, la mauvaise nouvelle, c'est que ce sont des films malgré tout, ils sont très distrayants, mais ils sont assez formatés. Et ils empêchent, comme Hollywood évidemment est une industrie de suiveurs, ils empêchent la création de nouveaux mythes. Encore aujourd'hui en ce moment, à un moment donné, la tendance va s'inverser, mais pour l'instant, on est encore dans une très forte tendance où un studio hollywoodien ne misera plus 100 ou 150 millions de dollars, voire 200 millions de dollars sur un gros blockbuster, si ce n'est pas un film de super-héros. Et ça, hélas, voilà, on est dans une sorte de monopole du genre, et qui se fait hélas au détriment de la création de nouvelles mythologies. Et est-ce que vous pensez en fait que le côté Marvel a un peu changé depuis que c'est Disney qui a repris la boîte ? Alors ça, c'est une question qui est intéressante et à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'on est encore historique, on n'a pas assez de recul historiquement. Qu'est-ce que l'acquisition de Marvel par Disney a changé dans le fonctionnement de la société, dans la philosophie de ces comics, de ces aventures? C'est très difficile à répondre aujourd'hui, c'est encore trop tôt. L'acquisition, elle a eu lieu fin 2009, on est en 2016. Il faudrait encore 3 ou 4 années de recul supplémentaire pour voir vraiment, il faudrait au moins 10 ans de recul pour voir vraiment ce que le rachat de Marvel par Disney a changé. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que Marvel est tellement puissant, et Marvel est devenu tellement puissant avant même d'être racheté par Disney que c'est un peu un État dans l'État, et que les cadres dirigeants de Marvel sont en position de supériorité, en position de force chez Disney. Voilà, Marvel jouit d'un CV exemplaire en termes de succès commercial. Encore une fois, aucun de ces films ne s'est vraiment planté jusque-là. Et ça leur donne évidemment un avantage au sein de l'entité Disney, qui du coup a assez peu d'emprise sur la société. Donc du coup, on ne peut pas vraiment dire que Marvel est considérablement... Que la philosophie, que la mentalité de Marvel ait vraiment changé sous Disney. Ce qui a surtout changé, et ça c'est un point important, c'est que la marque Marvel a bénéficié de la machine de guerre de Disney en termes de distributeur mondial. Voilà. Marvel a bénéficié des génies, des orfèvres du marketing de Disney, qui a une expérience de plusieurs décennies en la matière, pour que sa marque Marvel soit connue du grand public. Aujourd'hui, même si c'est pas le cas vous arrêtez pas n'importe qui dans la rue en disant, n'importe qui dans la rue va pas vous dire je sais qui est Marvel, mais cela dit, le logo Marvel je pense a doublé, triplé en notoriété depuis que Marvel est chez Disney. Et ça, c'est grâce à toute la machine de guerre de marketing de Disney, les moyens que Disney met dans la promotion des films et que Marvel n'aurait jamais pu avoir par elle-même. Voilà. D'accord. Est-ce que vous trouvez que les adaptations des comics sont assez respectées ou... Non, c'est pourri. C'est du cas par cas. Personnellement, j'ai énormément aimé le premier Iron Man de Jon Favreau. J'ai trouvé que c'était une très bonne surprise. Même moi, en tant que lecteur d'Iron Man dans les années 70-80, même si ce film-là emprunte à une époque beaucoup plus récente d'Iron Man, moi je m'y suis retrouvé en tant que fan. Il y avait vraiment une petite alchimie parfaite sur ce film. La surprise, la fraîcheur, l'interprétation de Robert Downey Jr., le design très réussi de l'armure et de son fonctionnement, et puis tout un esprit assez léger, assez bulle de champagne, assez second degré, qui correspondait finalement assez bien à l'esprit des dialogues de Stan Lee dans les années 60. Donc voilà, pour moi, voilà un exemple d'adaptation très réussie, assez fidèle tout en s'adaptant à un grand public. Je ne peux pas en dire autant de tous les autres films estampillés Marvel Studios. J'ai beaucoup aimé les deux Captain America. Voilà, je trouve que ce sont deux films très bien faits, très bien joués. Là encore, qui sont assez respectueux d'un certain esprit. On sent l'amour pour le matériau de base. Et j'ai trouvé que le deuxième Captain America, en plus, avait
moi personnellement j'ai beaucoup apprécié ce petit côté film d'espionnage à la 70s la présence de Robert Redford au générique est évidemment un clin d'œil à ces thrillers politiques qu'il faisait dans les années 70 type Les Hommes du Président. Et ça c'est intéressant. J'ai beaucoup moins aimé les films Thor par exemple. Alors, Mark Millar, à qui j'ai parlé tout à l'heure, lui il adore le premier Thor. En revanche, il trouve que le deuxième Thor est le pire film que Marvel ait jamais fait. Et ça, je suis bien d'accord avec lui. Pour les autres films, voilà, je suis assez mitigé. J'ai vu Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man. Voilà, comme on materait un très bon épisode de série télé, en bouffant mon popcorn, en posant le cerveau à côté. Et ce sont des films qui sont très certainement conformes et respectueux d'un certain esprit Marvel, mais qui pour moi sont déjà trop dans une formule que j'ai déjà l'impression d'avoir vue plusieurs fois, quoi, avec toujours le même humour, cette façon de désamorcer toute situation trop dramatique, trop sérieuse par une vanne, par un truc au second degré, et puis toujours ne jamais aller trop loin dans le drame, ni dans la violence bien évidemment, parce que tous ces films doivent être pour toute la famille. Donc oui, ces films sont respectueux quelque part de l'esprit Marvel, mais le tout en étant quand même dans un moule familial dont moi je commence à sentir le poids de façon un peu trop évidente. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de la nouvelle génération que Marvel est en train de créer en fait ? Juste pour finir sur ces films-là, je trouve que ce sont plus des films de producteurs, on dit souvent au sujet de Marvel, que des films de réalisateurs. Et ça, c'est vrai. C'est vraiment Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, qui supervise vraiment tous ces films, et parfois au détriment de la liberté créative des réalisateurs, comme on l'a dit tout à l'heure avec Joss Whedon sur Avengers, l'ère d'Ultron. Pour répondre à votre question, une génération, mais une nouvelle génération, vous voulez dire quoi, de fans de fans et aussi de super-héros, puisqu'ils sont en train de terminer avec les Avengers et ils veulent créer une nouvelle génération d'Avengers. Alors c'est très intéressant de voir en effet comment, tout comme il a fallu que Marvel Édition, l'éditeur, gère le poids des ans et les années qui défilent, en créant de nouveaux personnages et en renouvelant les intrigues, c'est intéressant de voir comment Marvel va gérer la période post-Robert Downey Jr. En tant qu'Iron Man. Voilà, Robert Downey Jr., je crois qu'il est sous contrat avec Marvel pour jusqu'à le prochain Avengers en 2 parties. Après ça, c'est terminé. Il va falloir trouver un moyen de le remplacer, faire venir de nouveaux personnages, injecter des personnages plus jeunes. Donc, j'ai pas regardé en détail le line-up du prochain Avengers qui va être donc en 2 parties, mais c'est sûr que Marvel va se heurter à ce problème-là. Ce qui m'amuse, c'est de voir comment le prochain X-Men, qui donc n'est pas un film Marvel, mais qui est un film. Enfin, ce sont des personnages de l'écurie Marvel, mais le film est produit par le studio Fox, et donc c'est amusant de voir comment X-Men Apocalypse, qui est le prochain X-Men, là vraiment assume à fond le renouvellement de génération et embauche des acteurs très jeunes pour rejouer des rôles tenus précédemment par des acteurs plus âgés. Je pense à Tornade par exemple, qui était joué par Halle Berry dans les premiers X-Men, et qui là est joué par une jeune actrice dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais voilà. Et c'est ainsi que une nouvelle génération d'acteurs et une nouvelle génération de personnages va être créée avec ce film. Je pense que Marvel va faire la même chose avec les films à venir, Doctor Strange, Les Inhumains, Black Panther, Miss Marvel, qui est vendu comme le premier film de super-héros, qui sera le premier film Marvel sur une super-héroïne. Donc c'est très bien. Tout ce qui peut être du sang neuf, de toute façon, ça ne peut qu'être positif pour ce genre du film de super-héros qui est, je pense, vraiment à un moment critique en 2016. Il y a quelque chose on est dans un moment charnière où là, tout ce qu'on a vu depuis 2008 est en train de pas de s'effondrer du tout, mais le soufflet retombe un tout petit peu. Et Marvel doit vraiment négocier cette année 2016 avec beaucoup d'intelligence et d'audace. Sinon, le public risque de se lasser. Voilà.
Et donc on attend beaucoup en effet du prochain Captain America qui va introduire le nouveau Spider-Man. On attend beaucoup les prochains donc Doctor Strange, Black Panther, etc., etc. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer sur le front du film de super-héros dans les 2 années qui viennent. Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu du combat entre DC Comics et Marvel, puisque... Le combat jusqu'à la mort. Non mais c'est vrai, puisqu'il y a une équipe de super-héros comme les Avengers chez Marvel et une équipe maintenant de super méchants chez les DC avec Suicide Squad. Marvel et DC poursuivent poursuivent au cinéma la traditionnelle rivalité qu'ils ont depuis maintenant des décennies en comic book. C'est vraiment très amusant de voir comment, en ce début du 21e siècle, l'un comme l'autre, Marvel comme DC, qui au début étaient des tout petits éditeurs de rien du tout, enfin, je veux dire, qui sont devenus très rapidement iconiques et qui sont devenus des forces économiques importantes dans le secteur de l'édition. Mais au début, dans les années 30, lors de leur début, c'était des entreprises familiales, artisanales. Enfin, c'est fascinant de voir comment ces deux maisons, ces 2 honorables maisons, sont devenues aujourd'hui des empires multimédia qui continuent leur concurrence au travers des films et des séries télé. Marvel a une longueur d'avance évidente sur DC au cinéma. Ils ont au moins 5 ans d'avance, puisque en gros DC Entertainment, qui est la branche qui fait le lien entre DC Comics et le studio Warner, qui est le propriétaire de DC. DC Entertainment va lancer la Justice League, qui est sa fameuse équipe de super-héros, en 2017. Je crois que le premier film doit sortir en 2017. Ça sera la première équipe de super-héros lancée par l'écurie DC au cinéma. Marvel a lancé les Avengers en 2012. Donc voilà, Marvel a en gros 5 ans d'avance. DC a choisi une sorte de chemin de traverse un peu étrange en démarrant avec Batman vs Superman qui doit sortir à la fin mars, en donnant le coup d'envoi de son univers cinématique dans ce film-là, avec en parallèle une sous-franchise qui est Suicide Squad, qui est une équipe de super vilains, qui est une sorte de 12 salopards au pays des super-héros, quoi. C'est une stratégie qui est plus étrange, dont on a l'impression qu'elle est plus incertaine. Les rumeurs à Hollywood sont pas très favorables, pas très positives, pas très optimistes sur les chances de succès de DC avec ses propriétés intellectuelles, avec ces films-là. Énormément de choses vont même je dirais 80 à 90% de l'avenir au cinéma de DC repose sur la carrière de Batman vs Superman. Voilà. Si ce film fait au moins $1 milliard, ce qui est le minimum vu le prix que ce film a visiblement coûté, alors l'avenir de DC au cinéma paraît à peu près assuré ou rassuré. Si en revanche Batman vs Superman fait à peu près le même score que Man of Steel a fait en 2013, là il risque d'y avoir un problème, un vrai problème. Le studio Warner attend vraiment que ce film-là fasse au moins $1 milliard, parce qu'en dehors de ça, en dessous, ça voudrait dire que clairement il y a une attente qui n'a pas été comblée, il y a un public qui ne répond pas présent, et ça peut être vraiment inquiétant pour la suite de tous les projets qui ont été annoncés par DC et Warner il y a 1 an et demi, avec un line-up comme ça de films qui est là pour marquer à la culotte Marvel, quoi. Donc moi j'ai envie que DC réussisse, que les films Warner tirés de héros DC réussissent, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, franchement. C'est dans l'intérêt des fans de super-héros, c'est dans l'intérêt du public, c'est dans l'intérêt de tout le monde que les films soient bons également. Et je pense que ça ferait beaucoup de tort à toute l'industrie si demain Batman vs Superman se prenait un bouillon et du coup mettait un peu en péril toute la stratégie de développement de Warner et DC au cinéma. Ça ferait beaucoup de tort également à DC, l'éditeur, qui va pas très très fort en ce moment et qui mise, je pense, énormément sur le succès des films pour relancer un peu les ventes de comics. D'accord. Vous préférez Marvel ou DC alors ? Je préfère Marvel, mais je connais moins DC. Voilà. Historiquement, en France, Marvel a été
bien mieux édité que DC grâce à la maison d'édition Lug. Et moi, c'est vrai que j'étais comme beaucoup d'autres en France, d'autres gamins de ma génération en France, j'ai biberonné aux bandes dessinées des éditions Lug qui traduisaient les aventures de Marvel. Et donc voilà, je bouffais du Strange, Spécial Strange, Nova, Titan. Et c'est comme ça que j'ai été vraiment complètement immergé dans l'univers Marvel dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc je suis plus familier des héros Marvel, de Spider-Man, d'Iron Man, des X-Men, qui m'ont beaucoup plus touché. Parce que les aventures, très souvent on dit que dans Spider-Man, le génie de Stan Lee a été de faire quand il a créé Spider-Man, a été de faire en sorte que Peter Parker soit aussi important que Spider-Man. Et qu'on s'attache autant à la vie privée, à ce qui se passe dans la vie privée de Peter Parker, les ennuis de santé de sa tante, ses problèmes de fric, ses problèmes relationnels avec les femmes, etc. C'était un soap, quoi, la vie de Peter Parker, et c'est pour ça qu'on s'est attaché à Spider-Man. On a plus de problèmes à s'attacher aux alter-ego des super-héros d'ici. C'est plus difficile de s'identifier à Clark Kent et à Bruce Wayne que de s'identifier à Tony Stark et ses problèmes d'alcoolisme, ou Peter Parker et ses problèmes de sous, ou Matt Murdock et le fait qu'il ait un handicap et qu'il doive lutter au quotidien avec ce handicap. Donc oui, je préfère Marvel, j'ai toujours été davantage sensible aux couvertures, aux héros, même au look des costumes des héros Marvel, plutôt qu'aux héros d'ici qui pour moi ont toujours eu l'air un peu distants, un peu abstraits. Même si j'adore Batman et Superman au cinéma, surtout le Batman de Richard Donner en 78 et Batman le défi de Tim Burton. Voilà.